Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 18 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler marché, et vous allez voir que, comme d'habitude, en ce moment on va parler ETF. On commence à avoir plus de chiffres, et c'est le moment de faire un petit retour sur les chiffres que l'on a à l'heure actuelle. On a déjà un chiffre important, c'est qu'on a cumulé 11 milliards de dollars de transactions, de volume, sur les 4 jours de trading qui a eu lieu au niveau des différents ETF. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ça reste du volume, d'accord? C'est du transactionnel, achat-vente, et quand on cherche un petit peu plus et qu'on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a que 1 milliard de dollars qui ont été inflow, donc qui ont été ajoutés au marché sur ces jours de trading. Ça veut dire que sur les 11 milliards, il n'y a que 1 milliard qui a été injecté dans le marché, le reste sont juste des échanges, autant de ventes qui ont compensé autant d'achats. Donc il y a que 1 milliard de dollars qui est sorti en positif. Ça représente quoi par rapport au BTC? J'ai envie de vous dire sur une market cap de 768 milliards de dollars, ça représente pas grand chose. Et c'est peut-être aussi la problématique actuelle, c'est que on est persuadé que les ETF allaient amener énormément de liquidités. Comme je vous l'avais dit à multiples reprises, il faut faire attention, c'est quelque chose qui prendra du temps à se construire et il va falloir attendre et être patient. C'est du momentum qui arrivera au moment où on en aura besoin, au moment où le marché éclatera, la liquidité pourra être insérée à travers les ETF. Mais ça ne veut pas dire que des personnes étaient en attente d'achat au niveau des ETF, parce que c'était le cas, il y avait d'autres instruments financiers pour pouvoir s'exposer, comme on a pu le voir déjà dans plusieurs vidéos. À côté, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a des mineurs qui sont en train de liquider une partie de leur stock. On parle de 450 millions de dollars. Là, c'est la réserve en BTC. On était à 1 840 000 BTC et on est passé à 1 829 000 BTC, restant dans la réserve. Donc on a bien ici, déjà depuis un certain temps, depuis un certain nombre de jours, une pression vendeuse au niveau des mineurs. On voit bien que leur réserve était en diminution alors que le cours était en train de pousser à la hausse, et on voit que là on est vraiment dans une forme de latéralisation avec systématiquement, quand on a un retracement haussier, une vente effective au niveau des différents mineurs, ce qui est plutôt logique. Plus on va se rapprocher du halving, plus on aura des prises de profit significatives tant qu'on n'a pas de décrochage du prix du BTC. Ce qui est en même temps normal d'avoir des prises de profit, alors qu'on va avoir une diminution pour les mineurs. Pour rappel, le halving c'est ça, si on divise par 2 le nombre de BTC qu'ils reçoivent par bloc miné, donc ça veut dire qu'on divise par 2 leur chiffre d'affaires. Donc il est logique de travailler la trésorerie en amont d'une transformation aussi violente que celle-ci. Et si on compare avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec 1 milliard d'inflow, quand on regarde 400 millions qui ont été vendus par les mineurs, bon, il reste assez peu d'inflow vraiment sur le marché, et c'est peut-être aussi ce qui fait un petit peu peur au niveau du marché, c'est pour ça qu'on latéralise, parce que le volume est relativement faible, et surtout les inflows et les outflows sont relativement équilibrés, et on se retrouve sur quelque chose qui n'a pas de sens, on verra ça dans l'analyse technique un petit peu plus tard. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que VanEck retire son ETF futur parce qu'ils ont eu la validation de leur ETF spot, et il disait que dans tous les cas, il n'y avait aucun intérêt à leur ETF futur, il n'y avait aucun volume et aucun investisseur qui était intéressé par leur ETF futur. Et ça veut dire déjà beaucoup de choses. Ça veut dire que, en effet, les investisseurs, même sur des produits existants, qui n'étaient pas en spot certes, mais qui étaient en futur, on pouvait construire une exposition, n'étaient pas intéressés par certains ETF. Alors je dis pas la totalité, mais en tout cas une majorité des ETF. Ça veut dire que l'aspect et encore le narratif des institutionnels sont là et arrivent. Bon, ce n'est pas le cas. On a un nouvel outil maintenant qui est peut-être uniformisé, qui est réglementé aux USA, qui permet de le faire. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir des institutionnels qui veulent vraiment investir dans le BTC. Actuellement, on le voit bien au niveau du volume, ce n'est pas le cas. Il va falloir patienter. Autre point qui est important, c'est que on a Davos qui est en cours, donc Davos qui est le World Economic Forum, qui est très important, dans lequel on a beaucoup de personnes qui se rencontrent pour discuter de l'économie mondiale, et on a eu notamment l'intervention du président de Cycle, je vous en ai parlé hier sur la réglementation des stablecoins, mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi attaqué directement Tether en disant que Tether aurait beaucoup de mal à passer la compliance, parce que pour lui, Tether ne possède pas les fonds nécessaires pour prouver qu'ils sont backés. Et là-dessus, on a la réponse de Tether, donc qui est le CEO de Tether qui prend la parole pour dire que si, ils ont absolument tout et qu'ils l'ont tout depuis longtemps. Alors là, c'est classique, on a la guéguerre.
contre Tether qui se met en place, ce qu'on appelle le Tether FUD, ça revient à peu près tous les 6 mois. Bon, c'est quelque chose qui est très classique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Tether, je pense, ne se sent pas forcément très bien. C'est pour ça qu'ils ont accentué leur politique de OFAC compliance, donc le fait d'appliquer la réglementation et les sanctions américaines sur les adresses qui sont justement dans l'OFAC. Et là-dessus, on a vu beaucoup de choses. Ils sont en train aussi de couper tout lien avec Justinson, avec notamment la blockchain Tron. Bon, globalement, on est en train de créer une scission entre les deux, et Tether essaie surtout de montrer qu'ils sont du bon côté pour que ça aille bien, parce qu'ils savent très bien qu'il y a la réglementation qui est en train d'arriver, et on aura dans tous les cas la preuve très rapidement de l'état général de Tether, mais on a, voilà, comme d'habitude, un Tether FUD. On prend du recul parce que c'est toujours le cas. En parlant de réglementation, on a un combat qui est très important qu'il va falloir suivre, c'est Coinbase versus la SEC, dans lequel on a une confrontation entre Coinbase et la SEC sur le fait que les cryptos sont des securities. On parle ici de Sol, ADA, Matic, Phil, Sand, AXS, CHZ, Flow, ICP, NIR, VGX, Dash, Nexo. Bon, c'est plus généralisé, en gros tout ce qui n'est pas Bitcoin est potentiellement une security, c'est un petit peu l'idée, et ça va être très important. L'autre procès qui va être très important, ça va être Terra Luna. C'est sûr et certain que le procès de Coinbase et le procès de Terra Luna vont être liés à un moment donné pour le futur de la réglementation crypto, et définir si oui ou non une crypto est une securities. En parlant de Davos, il va être important de parler des taux d'intérêt, parce que on a eu des interventions qui ont été longues, vraiment longues, sur beaucoup de choses, et sur la possible réduction des taux d'intérêt de la Fed. Là-dessus, ça a été assez uniforme que le marché potentiellement était en train de pricer une chute rapide des taux de la Fed et que il y avait peu de probabilité que ça arrive parce qu'on avait eu une bonne réaction de la Fed, une réaction très forte, et que actuellement on n'avait pas une inflation à 2%, et donc il n'y avait aucun intérêt à faire chuter les taux. Pour vous donner un ordre d'idée, là c'est le pricing du marché en mars, le début ici de la cassure baissière sur la diminution des taux de la Fed. Donc c'est la ligne bleue, c'est la courbe bleue. Ici on a en bleu clair, on retrouve la courbe de l'inflation, on voit que on stabilise, on est plus dans une forme de latéralisation plutôt qu'une forme de descente. On n'est pas à 2%, on est à 3,4%, ça a quand même une grosse différence, et que quand on regarde le temps dans lequel on est resté sur des niveaux restrictifs au niveau de la Fed sur la dernière fois, qui était d'ailleurs en 2006-2007, c'était entre 390 jours et 426 jours. D'accord ? Si on regarde un petit peu ça par rapport au début des taux, on voit qu'on arrive assez rapidement sur septembre 2024, pas mars 2024. Donc je pense que là on aura potentiellement une véritable surprise au niveau du marché avec un repricing qui sera effectué, surtout sur le SP500 où là on est vraiment dans une pattern en plus qui est pas forcément positive, d'accord ? On n'a pas forcément de tendance qui est en train d'être effectuée, c'est une forme de porte-voix si on fait du chartisme, où globalement on a une tendance haussière avec on casse des highs ici, on casse des lows systématiquement, donc globalement on pourrait dire qu'on va aller chercher plus bas pour aller chercher un petit peu plus haut et ainsi de suite. Là quand on est dans ce type de pattern là, c'est très compliqué de prendre une décision parce qu'il n'y a pas de tendance. C'est une forme de latéralisation qui est différente de celle du ranging, dans lequel on a tendance à aller chercher un pullback pour aller faire un breakout que ce soit à la hausse ou à la baisse. Bah, c'est rarement le cas, et c'est une forme d'incertitude du marché, et ce qui est plutôt logique, parce que actuellement on a vraiment la discussion si oui ou non on se retrouve dans des taux de la Fed qui vont diminuer en mars, comme le marché est en train de l'anticiper, ou est-ce qu'on se retrouve plutôt sur des taux sur septembre, octobre, novembre, avec une diminution, à savoir que ça réagira et ça dépendra de l'inflation, et de la réaction de l'inflation, et de la réaction de l'économie américaine au ton prolongé que l'on aura. D'accord ? Il faut comprendre que beaucoup sont refinancés avant l'augmentation drastique de ces taux-là. Donc, on va voir lorsque on passera dans des phases de refinancement, et c'est pas encore, il va falloir être un petit peu plus patient que maintenant. Dans tous les cas, au niveau du BTC, ça aura un impact modéré, parce qu'on n'a pas forcément de cohérence et de consolidation avec des produits structurés actuellement de la finance traditionnelle. On en avait beaucoup dans la période de top, on a quasiment peu dans cette accélération haussière, donc il y aura assez peu d'impact. Il y aura un impact, oui, mais qui sera contrôlé. Clairement, où on en est au niveau du BTC. On n'a pas trop bougé, on est clairement dans une phase de latéralisation, on temporise, on construit de la liquidité, c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir dernièrement,
dans lequel on a quand même deux gros pics de liquidité qui sont construits ici, dans les alentours des 45 500, 45 600, et l'autre gros pic se trouve à 37 500, qui sont vraiment deux gros clusters que l'on retrouve, qui sont en même temps logiques. D'accord, si on dézoome, on voit 45 500, ok, bah ça se trouve ici. Donc la période d'imbalance, on a le top de range, on a l'imbalance qui se trouve là, on a le niveau de structuration, donc ce serait parfait pour un retest baissier, pour aller chercher la liquidité, avant de faire potentiellement un retest des 40 000 ou des 41 500 si on reste, et on maintient en fait ce haut de range. Donc pour moi, on a en fait des appels de prix, le second appel de prix, il est à 37 000, 37 500, si on regarde, on a 38 000, donc qui est là, le breakout qui a été effectué très fort, qui a pris beaucoup de personnes d'ailleurs de cours, parce qu'on a eu, voilà, il s'est fait en deux fois, on a fait celui-là, et ensuite on a une toute petite latéralisation, et avoir la dernière accélération, avant d'avoir la grosse respiration. Donc ça a pris beaucoup de personnes de cours, on a eu beaucoup de liquidations, donc ça veut dire que toute cette partie-là, on est quasiment vide au niveau des carnets d'ordre et du volume. Donc on aurait un intérêt à aller retester les 38 000, qui est pour moi une target importante, à partir du moment où on consolide en dessous des 40 000, d'accord? Si on ne prend pas ces liquidités-là, ça ne sert à rien, d'accord? On n'ira pas chercher beaucoup plus bas. Ça veut dire que il faut prendre la liquidité, structurer en dessous de la liquidité, là on aura un signal pour dire, ok, bah, je vais chercher les 38, potentiellement plus bas, si jamais on a un momentum général qui nous donne en fait cet incentive baissier. Et il faut comprendre aussi, et ça je pense que je le traiterai dans une hebdomadaire, c'est que on avait une attente très forte, le marché avait une attente très forte au niveau des ETF. Est-ce que l'attente est comblée? Je ne pense pas. Donc à un moment donné, on va arriver dans une forme de capitulation des personnes qui ont acheté dans toutes ces zones-là. Tant qu'on reste en dessous, ils sont sous pression. Et c'est ce moment de capitulation va entraîner des prises de liquidité et pourrait entraîner en effet un retest des 38 000, voire un petit peu plus bas dans la préparation d'un halving. Mais ça reste encore une fois un biais que j'ai par rapport à l'habitude et l'histoire et l'expérience que j'ai sur la préparation du halving. L'autre point qui est à noter, c'est que forcément une zone de latéralisation égale création d'une consolidation. On voit les 42 000 un petit peu en dessous, entre les 41 500 et les 42 000 de la liquidité qui est en train de se créer. On a un petit peu de liquidité short qui se fait entre 43 et 44. Donc ça pourrait être logique d'aller chercher justement cet imbalance ici. Donc ce gros niveau de liquidité en se servant de la liquidité qui est créée ici pour faire un short squeeze, pour aller chercher cette zone-là avant de faire potentiellement un mouvement. Personnellement, j'attendrai ici une prise de liquidité de cette zone-là, parce que pour moi, on est dans une phase de manipulation, donc avoir ici une prise de liquidité pour avoir une phase d'expansion me paraîtrait logique pour aller chercher la liquidité ici. Donc je reste dans ce biais-là et on va attendre que le marché se décide parce que clairement on est dans une forme d'incertitude au niveau du marché et ce qui est plutôt logique par rapport à toute l'anticipation que l'on a eu en amont, qui a été sur la validation des ETF, la nouvelle, ici, la validation des ETF, cassure baissière, respiration, ce qui est en même temps tout à fait normal. Donc on a une stabilisation du marché, il faut juste être patient, avoir un sens. Pour l'instant, on est retourné dans une forme de latéralisation. Si vous voulez savoir d'ailleurs s'il faut vendre ou s'il faut acheter, comment vendre, comment acheter dans ce type de structure, dans ce type de marché, avec la psychologie qui rentre derrière, je vous rappelle que j'ai mis à disposition un guide de 30 pages, 100% gratuit, à disposition en commentaire et en description. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour parler de Matic. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit like et un commentaire, ça soutient le travail et surtout, ça me fait très plaisir.